En attendant, on va parler de ces attaques de gros drones qui se multiplient en Russie. Vous vous souvenez de l'attaque sur le Kremlin? C'était au tout début du mois de mai. Ça avait beaucoup choqué en Russie. Et bien désormais, des drones visent Moscou quasiment tous les jours. Encore aujourd'hui, 3 ont été interceptés. C'était ce matin. L'un d'eux, regardez sur ces images. Et conséquence, eh bien, les critiques envers le commandement militaire se durcissent. Sylvia Mikon, vous êtes là pour tout nous expliquer. L'aile dure russe appelle même à se montrer impitoyable avec les dirigeants ukrainiens. Et il faut dire que les explications du patron du SBU la semaine dernière sur l'attaque du pont de Kerch n'ont pas laissé indifférent côté russe, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous savez, il avait donné tous les détails, il avait parlé de ses drones navals et puis du potentiel développement à l'avenir. Alors très remonté, des 1000 blogueurs de l'aile dure appellent à s'inspirer d'autres expériences pour dissuader l'Ukraine de nouvelles frappes contre ces zones arrière russes. En témoigne ce qu'écrit par exemple ce 1000 blogueurs qui dispose de près d'un demi-million d'abonnés sur Telegram. Enfin, c'est ce qu'il propose. Nous vous exhortons à envisager d'apprendre de l'expérience d'Israël. Israël, après chaque attaque, frappe les organisateurs, leurs maisons avec tous leurs proches et leurs biens, écrasant les bâtiments. Pour d'autres 1000 blogueurs, eh bien, pas besoin de s'inspirer de l'expérience d'Israël. Les Russes, d'ailleurs, ont la leur. Ils évoquent, par exemple, les actions des services soviétiques au Liban lors de la libération des otages en 1985, quand ils s'en étaient pris aux proches des exécuteurs d'ordre, dont notamment Yasser Arafat. Tout le monde à Donetsk vous dira ce dont vous avez besoin, dit un autre 1000 blogueurs. Et si pour arrêter la terreur, il est nécessaire de détruire les maisons où vivent les familles de ces terroristes, eh bien, il n'y a pas lieu d'être timide. Israël n'est pas timide. Et ce qu'on voit, en tout cas, ce qui ressort de tout ça, c'est que ces attaques agacent considérablement. Il n'y a pas que les 1000 blogueurs qui appellent à des représailles, mais aussi par exemple l'ancien ambassadeur de la République populaire de Louhansk en Russie. Il estime que ces frappes contre la capitale sont en train de se normaliser, quasi 3 fois en 3 jours, et qu'il faut donc réagir pour chacune de ces tentatives, écrit-il. Eh bien, cela devrait être personnellement douloureux pour ceux qui ordonnent ces frappes, les préparent et tentent de les mettre en œuvre. Et d'autant plus bien, que les défenses aériennes russes ne s'activent pas toujours. C'était notamment le cas ce week-end au-dessus de la gare ferroviaire de Koursk. Selon la défense britannique, les dirigeants russes font pression sur le commandement des forces aérospatiales pour qu'il améliore la couverture de la défense aérienne dans l'ouest du pays. La constatation, elle est claire, elle est tirée par le ministère de la Défense britannique. Ces derniers mois, l'éventail des menaces pénétrant bien à l'intérieur de la Russie s'est accru. Voilà pour les faits. Merci beaucoup Sylvia. L'analyse maintenant avec nos invités qui sont toujours autour de la table. Catherine Gentil de Caneco, notre éditorialiste international. Yuri Clavillier, analyste indépendant en géostratégie. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. On rappelle votre livre Vivre avec Poutine. Et le colonel Pierre de Jong nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous également. Vice-président de l'Institut Thémiste, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des troupes de marine. On va aussi signaler votre dernier ouvrage, Agir entre les lignes, aux éditions Mareuil, qui revient notamment sur les groupes paramilitaires ou sur la privatisation de certaines armées. D'abord, peut-être, colonel, une première question pour vous. Toutes ces frappes ukrainiennes sur le sol russe, des frappes de drones, enfin des attaques de drones, on l'a bien vu, il n'y a pas d'objectif militaire. Elles servent à quoi, avant tout, pour vous? Ce sont des attaques psychologiques. Très concrètement, les Ukrainiens ont compris là où ça faisait mal. Et la réaction des Russes est à la hauteur de l'humiliation, quelque part. Et donc, encore une fois, les Russes n'ont pas trouvé la parade, n'ont pas trouvé la riposte, et donc ils s'agitent, et comme il y a une communication énorme autour de ces attaques, ils n'arrivent pas à la contrôler. D'ailleurs, de leur côté, massivement, ils attaquent également l'Ukraine, si vous voulez. Ils n'arrivent pas, si vous voulez, à expliquer que les attaques de missiles contre l'Ukraine, c'est l'équivalent, en tout cas c'est la contrepartie des attaques des drones en Russie. Ils sont simplement dans la réaction en expliquant qu'il faut détruire ou assassiner éventuellement les donneurs d'ordre. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Juste votre avis militaire, parce qu'on vient d'apprendre. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs jours, que la jeunesse est formée au pilotage de drones. Notre correspondant à Moscou, Jérôme Garot, avait été tourné justement dans un lycée, ou même dans un camp de vacances, où ils apprenaient à piloter des drones, mais des drones qu'on trouve dans les commerces. Là, on apprend que dans les lycées, les lycéens donc seront formés au pilotage de drones
de combat. Quand vous dites les Russes n'ont pas trouvé la parade, est-ce qu'elle peut être là, la formation de la jeunesse là? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont trouvé la parade techniquement. Oui, avec le Lancet, par exemple, tactiquement, ils ont trouvé la parade. Les Lancet, c'est un carnage du côté ukrainien. Dès qu'il y a un blindé ukrainien qui sort du bois, il se fait détruire par un Lancet. Donc ils ont la parade tactique. Ils n'ont pas la parade psychologique. Ils n'ont pas la parade en termes de communication. On voit bien qu'on est dans un univers de communication. Et quel est le problème de fond? Le problème de fond, c'est qu'autour de cette guerre, vous avez un environnement avec le monde entier qui les observe. Vous avez les BRICS, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, vous avez l'OTAN, vous avez l'Europe, vous avez la France, etc. Donc vous avez un environnement énorme. Et le problème, c'est que les Russes n'ont pas trouvé, les canaux de communication avec cet environnement déterminant pour eux. Alors parfois ça fonctionne. On voit bien que les États-Unis sont sur une phase d'hésitation par rapport aux Ukrainiens. Donc ils vont jouer là-dessus. Mais encore une fois, sur ces affaires de drones, ils n'ont pas trouvé la parade. Non. Et ils sont dans une réaction totalement exagérée. Alors qu'en fait, il faut trouver il faut les chercher, il faut les détruire, puis éviter que parce que qu'est-ce qu'on découvre également? Ce sont leurs communicants, ce sont leurs blogueurs qui sortent l'information. Ce que vous appelez les 1000 blogueurs, je crois. Oui, c'est ça, les correspondants militaires. Exactement. Donc en fait, c'est eux qui sortent l'information. Donc ils sont dans leur propre pays, ils sortent une information qui est directement confidentielle. Ouais. On voit qu'ils n'ont pas cerné. Pourquoi? Encore une fois, parce que je pense que la Russie est monobloc. Elle est sur un modèle extrêmement rigide, extrêmement massif. Elle n'a pas trouvé cette simplicité, cette souplesse nécessaire, si vous voulez, aux vrais combattants que les Ukrainiens font très bien au passage. En contrepartie. Exactement. Ils sont beaucoup plus malins, quelque part. Oui, et plus souples. Claude Blanche-Maison, vous nous expliquiez aussi le but de ces attaques de drones sur le sol russe. C'était tout à l'heure. Peut-être pour les téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous, vous pouvez réexpliquer, parce qu'on parlait d'attaques psychologiques. Ça va assez loin, finalement. Oui, parce qu'en dehors de la ligne de front de 900 km, où là, les troupes ukrainiennes souffrent beaucoup, et d'ailleurs les Russes aussi, mais où il y a énormément de morts, parce que c'est un combat de type guerre 14-18, eh bien, les Ukrainiens ont beaucoup développé, en effet, le combat par drone. Et ils sont très habiles au développement de drones de toutes sortes. Alors, il y a des drones qui sont dérivés de petits drones commerciaux, civils, mais qui peuvent lâcher une grenade et qui peuvent la lâcher dans la tourelle d'un char, ce qui fait exploser le char. Donc ça, c'est quand même très astucieux. Mais il y a aussi des drones, évidemment, beaucoup plus importants et qu'ils sont capables de faire évoluer, de transformer, et qui sont tout à fait compétitifs avec des drones militaires qui peuvent exister dans des pays de l'OTAN. Alors ça, c'était une nouveauté pour la Russie qui a dû s'adapter et qui s'adapte avec retard, mais il n'empêche que avec leur propre production de missiles et de drones, les Ukrainiens sont capables de menacer, enfin de frapper des immeubles commerciaux et de business à Moscou, sont capables de frapper des bases aériennes en Russie, sont capables de frapper le port militaire et commercial le plus moderne de la mer Noire, Novosibirsk, et donc d'inquiéter l'élite russe sur leur capacité. Et effectivement, c'est le combat de David contre Goliath. Alors tout se passe comme si, dans le fond, David avait trouvé un lance-pierre super performant, et Goliath dit: tiens, j'ai reçu un petit caillou. Ouais. Évidemment, il fait semblant d'un incident qui ne porte pas à conséquence. Mais ça porte évidemment à conséquence, puisque les drones qui sont arrivés à faire quelques dégâts mineurs sur des immeubles très modernes dans un quartier d'affaires de Moscou ont en réalité frappé, non, pas n'importe quel immeuble, la nuit, parce que comme ça il n'y avait personne dedans, puisque c'est un immeuble de bureau, mais un immeuble où avait déménagé le ministère de l'Industrie. Donc ils ont frappé les bureaux du ministère de l'Industrie. Voilà, qui était vide à cette heure-là, donc ils n'ont pas fait de victimes civiles, mais c'est quand même un objectif symbolique très fort, effectivement, qui ne peut provoquer qu'une certaine humiliation. Alors évidemment, les médias officiels essaient d'étouffer tout ça. Le maire du Grand Moscou communique en disant: on a réussi à battre un drone par-ci, par-là, il y a quelques dégâts sur une façade, quelques fenêtres un peu défoncées. On minimise. Mais le maire de Moscou, quand même, donne l'information. Alors que les militaires essaient s'ils le peuvent, de ne pas la donner. Parce que pour lui, il a protégé aussi sa population. Et je pense que
les Russes, maintenant, dans leur cuisine, comme on dit à Moscou, pas en public, mais commencent à s'interroger. Est-ce qu'on est vraiment en sécurité aujourd'hui à Moscou? Certains disent même ouvertement, pas seulement dans leur cuisine, après tout, puisqu'on bombarde les Ukrainiens, c'est normal qu'eux aussi essaient de nous envoyer des explosifs. C'est ça. C'est logique. Oui, c'est logique. À chaque fois, ces attaques ne font aucune victime, effectivement, mais elles sont toujours choisies avec soin. Vous le disiez, il y a souvent des lieux de pouvoir. Il y a même eu la résidence de la propagandiste de RT, Margarita Simonian, qui a été visée. Tout ça, c'est hautement symbolique. Là, ce que disent les Ukrainiens aux Russes, et pas n'importe quel Russe, parce que c'est surtout Moscou qui est visé. La guerre, elle est aussi chez vous. Ne l'oubliez pas. Bien sûr, effectivement. Et d'une certaine manière, il y a aussi, je pense, dans la lignée en fait de ce qui s'était passé entre Prigojine et le ministère de la Défense, et par extension avec Poutine, je pense qu'il y a aussi une volonté des Ukrainiens d'essayer de créer de la tension au sein des appareils décisionnels russes pour essayer de voir un petit peu où ça peut craquer. Et éventuellement que ça puisse bénéficier évidemment les Ukrainiens sur le champ de bataille, parce que on l'a vu, c'est passé pas très loin quand même de renverser le cours de la guerre et sans doute de l'histoire avec. Et des tensions existent. Maintenant, évidemment, c'est un secret de polichinelle de savoir exactement ce qu'il se dit ou pas dans les couloirs du Kremlin. Mais je pense que ça en fait partie, et d'une certaine manière, il suffit d'une bonne frappe, de la bonne cible, et pas nécessairement... donc on peut essayer. Alors certaines vont être plus impressionnantes que d'autres, certaines vont être plus efficaces que d'autres, mais c'est frapper au bon endroit au bon moment, c'est un petit peu ce qui pourra peut-être faire basculer certaines choses. Alors quoi exactement, ça c'est évidemment, on ne peut pas s'y risquer, du moins à court terme, mais ça peut avoir un effet à la hauteur de cette première frappe qui avait détruit le pont de Kerch en septembre 2022, et où ça avait été l'un des premiers chocs de... ça on se souvient, voilà. Les Russes avaient été extrêmement ébranlés par ça. C'est comme ça que je le verrai. Oui, donc ça va continuer du côté ukrainien, et au fur et à mesure, ça peut avoir un impact toujours plus grand sur la population russe. Je pense que ça a un impact à différents niveaux. Effectivement, c'est le fait que les Russes, qui durant très longtemps ont pu oublier cette opération militaire spéciale en se disant que, justement, notamment dans les grandes villes, ne risquaient rien, ils doivent se poser la question, même si effectivement il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de choses tragiques, enfin pour les Russes en tout cas. Il y a aussi effectivement sûrement le fait que ça amplifie le débat entre les différentes factions au sein du Kremlin. Et puis l'autre chose, c'est aussi que, on l'a dit depuis le début, c'est une guerre militaire, informationnelle, de réseau, enfin à tous les niveaux. Et ça permet aussi quand même de prouver que même si les Ukrainiens sur le terrain ne réussissent pas à traverser les lignes russes et à avancer rapidement, eh bien ils prouvent quand même qu'ils sont capables d'aller frapper en Russie, même si d'un point de vue militaire, ça ne changera pas les choses, quelques drones. Mais en tout cas, ça fait un peu oublier aussi que sur le terrain, ils ne réussissent pas à franchir les lignes russes avec la rapidité qu'ils souhaitent, bien sûr. Mais donc, ça permet de prouver qu'ils continuent à avoir une manière de réagir et de ne pas rester bloqués sur un terrain militaire classique. Ils réussissent à aller jusqu'en Russie. Ouais. Colonel ? Oui, un exemple. Cette nuit, il y a un énorme dépôt de munitions qui a été détruit en Ukraine, à Lissogorka, c'est ce nom, avec un cratère de 100 mètres de diamètre, un truc absolument énorme. Aucune information. Les Russes n'arrivent pas à communiquer sur les effets qu'ils appliquent à l'Ukraine. L'Ukraine, elle envoie 3 coucous au-dessus du Kremlin, et on en parle, vous voyez, on en parle aujourd'hui, mais on n'en parle pas. Ah oui, donc même en termes de communication, c'est beaucoup plus fort du côté ukrainien qui arrive à agiter tout ça. Cette souplesse, elle va très loin dans la communication, et aujourd'hui, on voit bien que l'impact qu'a l'Ukraine aujourd'hui est un impact de communication. Que, comme vous l'évoquiez à l'instant, l'impact militaire est assez faible, puisque sur ce front, tout est immobilisé. Et en fait, ils ont compensé avec de la communication, avec des opérations, j'irais des opérations, des petits coups d'épingle, mais qui sont performantes. Pourquoi ? Parce qu'elles altèrent le moral des Russes. C'est le titre de votre du sujet, et ça c'est incroyable, et ça c'est fort. Militairement, c'est bien vu pour vous. Ben oui, c'est fort. La communication est un acte de combat, comme on dit chez les militaires. Et donc ils jouent là-dessus. Ils sont moyens dans le domaine militaire parce qu'il y a une forme d'équilibre des forces qui s'est mis en place. Par contre, là où ils sont performants, c'est un domaine dans lequel les Russes les attendaient pas. Et c'est Goliath et David. Et David assène des coups. Et je pense que ces coups font extrêmement mal à la Russie.